comme le corps humain est toujours en train de lutter contre toutes les dégradations possibles qu'il atteigne quotidiennement. C'est ce que nous appelons le système immunitaire. Le système immunitaire est exactement la bonne gouvernance appliquée au corps humain, et tout corps humain, tout corps social est un perpétuel combat pour maintenir sa bonne santé ou au moins sa stabilité grâce à un système de bonne gouvernance. Bien entendu, avec tout cela, vous imaginez bien qu'il y a énormément de risques dans l'idée de gouvernance. D'abord, par son extension, par sa mutabilité, par sa diversité, ça devient une notion fourre-tout, un concept fourre-tout. C'est un concept qui aboutit à une sublimation de l'expertise. L'expertise, c'est bon, mais attention, par exemple, dans le gouvernement des États, autant serait nul le responsable qui ne tiendrait aucun compte de l'expert, de l'avis de l'expert, autant serait naïf le politique qui tiendrait absolument compte de l'avis de l'expert. Et là, en matière électorale, je suis bien placé pour vous le dire. Nous avons vécu une expérience où l'aspect politique et l'aspect expertise cohabitent constamment et sont parfois en conflit. J'ai vu des cas où il a été très très mauvais de prendre une décision en ignorant le mot de l'expert, le savoir de l'expert, mais j'ai vu également de très mauvaises décisions, mauvaises parce qu'elles ont été prises conformément à l'avis de l'expert d'une manière absolue. Et parce que dans la gestion des affaires humaines, il y a l'indétermination. L'expert parle de chiffres, de statistiques, alors que le politique parle autrement. Autre risque de la gouvernance, c'est l'illusion institutionnelle. L'illusion institutionnelle selon laquelle, pour résoudre un conflit, une crise, on crée une institution, une commission, une haute instance, je ne sais pas quoi. Mais on ne résout pas les crises. Parfois, on aggrave les problèmes en instituant comme ça, parce que c'est ce que j'appelle l'illusion institutionnelle. L'illusion institutionnelle, en inventant des organismes, n'est-ce pas? En inventant des organismes, on croit créer le problème, alors que parfois, on les aggrave. Enfin, le dernier risque de la gouvernance, c'est le corporatisme. L'autonomie, c'est bien. L'autonomie, c'est bien. L'autonomie de la justice, l'autonomie de l'expert, etc. Mais cela est dangereux parce que ça aboutit au corporatisme. Alors maintenant, je vais venir à ma question principale. Avec ses sens, ses limites, ses risques, la bonne gouvernance est-elle une question constitutionnelle? En Tunisie, nous sommes en train de préparer la Constitution et il faut répondre à la question. Est-ce qu'on va faire comme l'exemple marocain, par exemple? J'ai devant moi la Constitution marocaine. Il y a tout un titre entier, le titre 12 de la Constitution marocaine qui est en application maintenant, qui s'appelle « De la bonne gouvernance ». Al-Hikama al-Jaïda en arabe. De la bonne gouvernance. Un titre de la Constitution, avec des principes généraux. L'égal accès des citoyens et citoyennes, la couverture équitable du territoire national, la qualité, la transparence, la reddition des comptes, la responsabilité, la neutralité, l'écoute des citoyens. Puis après les principes généraux, nous passons aux institutions. Et là, le constituant a fait une distinction entre la bonne gouvernance en matière de protection des droits de l'homme, avec des organismes pour cela. Voilà, je parlais des organismes tout à l'heure. Des organismes, le Conseil national des droits de l'homme, le médiateur, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, l'autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes les formes de discrimination, la haute autorité de la communication audiovisuelle, le Conseil de la concurrence. Vous voyez combien de conseils, de haute autorité, de haute instance, etc. dans la Constitution, s'il vous plaît. Ne l'oublions pas. En plus, à côté de ces institutions de protection des droits de l'homme, il y a les institutions de la bonne gouvernance en matière de développement durable, de démocratie participative, etc., etc. Je passe, pour ne pas être trop long, parce que je vois que mon temps est pratiquement terminé, doit-on faire le même choix en Tunisie? Est-ce que nous devons inscrire
les principes de la gouvernance et les institutions de la gouvernance et les commissions et les instances de la gouvernance, par exemple la haute instance électorale indépendante, est-ce que nous devons les inscrire dans la Constitution? Eh bien, moi, je réponds non. Je réponds franchement non, pour faire court, parce que, si je prends l'exemple de la Constitution marocaine, je dirais que ou elle en dit trop ou pas assez. Elle en dit trop parce qu'elle tombe dans des détails qui sont, me semble-t-il, futiles pour une Constitution, mais pas assez parce que, pourquoi s'arrête-t-elle ici et pas un peu plus loin? La gouvernance est un domaine infini. Pourquoi s'arrêter aux droits de l'homme et au développement durable? On peut continuer comme ça indéfiniment. Donc, le défaut de ce genre de choix, c'est que ou il en dit trop, ou il en dit pas assez, et le comble du paradoxe, c'est qu'à la fois, il en dit trop et pas assez, ce qui est le cas de la Constitution marocaine. La Constitution doit donc définir des règles juridiques, des institutions et des procédures, et non pas des politiques. La Constitution n'est pas faite pour définir des politiques. Or, la bonne gouvernance est une politique. Et la Constitution, ce n'est pas son rôle de définir des politiques, mais des règles juridiques. Et donc, moi, je vois, plutôt que d'évoquer dans un titre ou dans un chapitre, dans une Constitution qui ne doit pas être un code juridique. Une Constitution, ce n'est pas un code. Ce n'est pas le code des obligations et des contrats ou le code de statut personnel qui peuvent compter de 150 articles, 300 articles. Une Constitution, c'est un texte court, c'est un texte de principe, c'est un texte clair, c'est un texte pour un pays comme la Tunisie qui ne doit pas dépasser quelque chose comme 80 articles maximum. Sinon, le texte devient illisible et nous perdons justement la bonne gouvernance constitutionnelle, c'est-à-dire la lisibilité du texte constitutionnel. Et par conséquent, si c'est cela, on ne peut pas donner de la gouvernance un point de vue constitutionnel, ou alors seulement un coup de chapeau qui serait donné à la bonne gouvernance dans le préambule de la Constitution, par exemple, comme principe et non pas comme règle. Et j'ai discuté avec les collègues marocains que j'ai vus après l'application de la Constitution. Je peux vous dire que la majorité d'entre eux sont d'accord sur cette question. Et donc, si la bonne gouvernance telle que je l'ai définie, avec ses risques, sa fluidité, sa mutabilité, sa diversité, son caractère institutionnel, sa dialectique entre l'expert et le décideur, si la gouvernance est un système aussi complexe, je crois que ce n'est pas le rôle des constitutions de rentrer dans ce genre de complexité. La Constitution n'est pas faite pour cela, elle n'est faite ni pour l'expert, ni pour le décideur, au niveau de l'entreprise, par exemple, ou au niveau de l'administration locale, ou au niveau de l'administration régionale. Elle est faite pour un certain nombre de très grands principes qui doivent donner aux citoyens leur tranquillité d'esprit et qui doivent donner aux citoyens leur véritable qualité des citoyens. Donc, ma réponse, c'est qu'il faut laisser la gouvernance à d'autres et non pas au pouvoir constituant ni à l'Assemblée constituante. Merci, Seria. Donc, il faut trouver la solution ailleurs. Il faut trouver la solution ailleurs. Et non pas dans la Constitution. Oui, et donc, là, je vais me tourner. Oui. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là. Mais peut-être... Attends. Oui. Alors, donc, parmi les intervenants, je crois que M. Khrushchevski voudrait poser une question. Merci. Monsieur Benachour, je dois être debout également. On s'est vu à l'autre instance au mois de juin. Mon instance. Oui. L'instance Benachour. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que ça touche bonne gouvernance? Alors nous, on a fonctionné sans bonne gouvernance. Hein. On n'a même pas eu un règlement intérieur. On est loin de la bonne gouvernance. Est-ce qu'un corps comme le tribunal constitutionnel est prévu dans votre constitution? Attention, ce n'est pas moi qui suis en train de faire la constitution. Hein. Nous allons élire, le peuple tunisien va élire une constituante. On parle des idées, des projets. Et souveraine, elle fera ce qu'elle voudra. Dans mon projet personnel, si vous voulez, car vous avez deviné que j'en avais un. Oui, la Cour constitutionnelle est prévue. Et si vous voulez que j'aille plus loin, je vais vous dire une chose. Dans mon projet, j'ai regroupé en un seul corps, que j'appelle
on a travaillé nos textes en arabe dès le début pour ne pas avoir affaire à ces histoires de traduction et tout, qui s'appelle en arabe Majlis Qada al-Dawla. Majlis Qada al-Dawla. Le conseil le Majlis Qada al-Dawla, le conseil le conseil de juridiction de l'État. Et on a regroupé dans ce conseil la Cour constitutionnelle, le tribunal administratif et les cours financières, financière, pour que ce soit le juge de l'État, qui jugera la constitutionnalité de ces lois, la légalité de ces décisions administratives et la gestion financière. Merci. C'est pourquoi j'ai demandé, pas parce que 9 ans j'ai travaillé en Pologne et aussi dans le tribunal constitutionnel, et j'ai certaines expériences, et s'il y aura un corps en tant que tribunal constitutionnel, en ce moment-là, si vous avez dans la Constitution un terme si incorrect, ou bien si indéfini, parce que les définitions, il y a plusieurs des bonnes governance, à ce moment-là, vous donnez les pouvoirs très forts à ces corps, parce que ce sont eux qui vont définir dans la pratique tous les termes qui ne sont pas clairs. Et je comprends que le tribunal constitutionnel en Tunisie, dans ce cas-là, aura la dernière parole. Ce qui se passe chez nous, notre constitution est trop longue. La nôtre. Oui, très bien, c'est juste chemin. Notre est ennuyant, long, à posséder 260 quelques articles, je ne sais pas combien précisément, et qu'est-ce que c'est? On parle de plusieurs choses. On pensait au début que bon, on va mettre ceci, cela, c'est bien, c'est joli d'avoir, par exemple, quelque chose sur l'administration, bonne gouvernance. Ça, nous n'avons pas. Mais après, attention, après, il y a l'affaire que la loi telle et telle n'est conforme à l'article tel et tel de la Constitution qui parle de bonne gouvernance. Et ce sont les juges des tribunaux qui peuvent faire, je vous assure, je sais très bien, j'étais conseiller du président des tribunaux, on peut faire tout ce qu'on veut dans le tribunal. On peut faire tout ce qu'on veut, toutes les solutions. Alors les parlements peuvent voter la loi, ça va, mais ce sont nous, la chambre 3e du Parlement, entre parenthèses, la première, le Sejm, la deuxième, le Sénat. Mais après, tout revient chez nous parce que toujours quelqu'un n'est pas content et va dire ça, c'est pas conforme à la Constitution. À ce moment-là, le pouvoir, le vrai, se trouve au tribunal constitutionnel. Votre choix est très bon, c'est ce que je voudrais dire. Non, je ne sais pas si mon choix sera suivi, hein, car je parle de votre choix. Car moi, j'ai décidé que je ne me présenterai ni à l'Assemblée constituante, ni à la présidence, ni rien du tout. C'est dommage. Je ne sais pas si le choix est bon. En tout cas, je ferai tout. Et je pense que les partis qui auront la majorité à l'Assemblée constituante seront compréhensifs pour que la Constitution soit un texte clair, simple, lisible. Lisible même pour le citoyen qui n'a que le niveau primaire. Alors la Constitution est la chose de tous, ce n'est pas la chose des experts. Et là, il faut faire très attention, il faut un texte clair. Je dirais vraiment sans démagogie, la Constitution doit être un texte populaire. Ah oui. Avec les constitutions de 300 articles et de 180 articles, ce n'est pas pour la Tunisie. C'est pour des pays comme l'Inde qui ont par exemple 200... Non, combien d'articles dans la Constitution indienne? Ils sont 200... Non, pas 1 milliard d'articles. Il y a 290, wallahi, j'ai oublié peut-être 300, plus de 300, mais parce que c'est l'Inde. C'est l'Inde. Oui, c'est plein de mystères, c'est plein d'ethnies, c'est plein de langues, c'est plein de contradictions. Mais ce pays, tiens... nous allons être incapables de gérer un pays de 11 millions d'habitants, mais alors que des États considérables, aussi importants, aussi denses, avec des difficultés énormes, mais se débrouillent très bien. L'Inde, vaille que vaille, c'est un pays qui se débrouille pas mal, non? Sur le plan de la démocratie, sur le plan du développement économique, la Chine fait des prodiges actuellement. Et on ne va pas quand même
La Chine, ah, si. Oui, mais attention, il n'y a pas de démocratie aujourd'hui. Mais la demande démocratique est là, et demain elle aboutira à quelque chose là, dans le proche avenir. Il ne faut pas se laisser berner par les réalités présentes. L'Arabie saoudite est l'une des pires du monde aujourd'hui, des régimes politiques aujourd'hui, mais il y a des forces qui sont en train de la travailler aujourd'hui. Il ne faut pas vous étonner si demain il y a une explosion en Arabie saoudite et que tout change du tout au tout. Donc... C'est Riyad, une question. En fait, à vous entendre, je suis un peu perplexe parce que je pense qu'on est 11 millions de Tunisiens à croire que nous avons été mal gouvernés pendant des années. Ah, oui. Alors, au premier virage historique qui se présente à nous, c'est-à-dire les élections d'une assemblée constituante, si je comprends bien, en fait, le volet de la gouvernance n'est pas un sujet au centre de la Constitution, je pense qu'il y a un problème au niveau de la compréhension peut-être des gens et des attentes par rapport à cette élection. Si quelque part on a un mal qui est la gouvernance et que derrière on se prépare à une élection mais qui ne pose pas le problème... Si elle pose des problèmes d'une manière directe, sans consacrer un titre indépendant à la bonne gouvernance. Mais je vais vous dire, dans un projet de constitution, dès lors que vous dites, écoutez-moi bien, dès lors que vous dites les salaires, les indemnités, les avantages de tous les responsables politiques, du président de la République, du chef du gouvernement, des ministres, de l'état-major des armées, et que vous citez comme ça les plus hauts grades de l'État, doivent être publiés au journal officiel, doivent être connus du public. Tous les avantages également en nature ou en service. Nous sommes disposés à donner au président de la République tout ce qu'il veut. C'est le serveur du peuple. Qu'il vive dans l'opulence. Nous sommes là pour payer, mais qu'on le sache. Une fois, j'étais avec une collègue américaine aux États-Unis, à Washington. Ils m'ont emmené pour visiter la Maison-Blanche. La Maison-Blanche, il y avait une queue. منهم أنا مع la guide نتاعي avec ma femme, on était la guide et on faisait la queue donc pour passer, pour visiter la Maison Blanche. Puis j'ai trouvé moi quand même assez curieux qu'il y ait des Américains, des touristes, etc. pour visiter la Maison Blanche alors que le président et ses services étaient là. Bon, ils se débrouillent pour qu'il n'y ait pas de rencontre, bien sûr. Mais on était là, à la Maison Blanche, à l'intérieur, un jour de travail, c'était pas un dimanche. Et j'ai dit à ma guide, c'est quand même curieux, le président peut avoir besoin de sortir, d'aller se prélasser dans le jardin, de se détendre un petit peu. C'est pas gênant comme ça de se retrouver à la Maison Blanche. Et cette Américaine se retourne vers moi, elle me dit, mais c'est à nous ça. C'est ça le sentiment d'appartenance d'un citoyen. Alors que nous avons vécu, enfin c'est là où la bonne gouvernance politique doit jouer, nous avons vécu dans un système où le citoyen est totalement exclu. Heureusement qu'on a le droit de visiter les musées, mais les palais présidentiels, c'est hors de question. Et donc il faut que tout cela cesse. Nous sommes en train, ce matin, j'étais dans une conférence en train de préparer en train de parler des corps de police. Vous ne savez pas que ces corps ont été atteints d'une manière, puisque un chef d'État, رئيس دولة تبادر في ذهنه باش يجعل donc un chef d'État qui quand même doit représenter quelque chose, une certaine élévation d'esprit, un niveau moral minimum, a eu l'idée de transformer l'institution sécuritaire en institution criminelle. C'est ce que nous sommes en train de découvrir actuellement. Le serviteur de la loi, le serviteur de la justice, le serviteur de la moralité publique, etc., a été transformé réellement en institution criminelle. Et là, pour nettoyer, il va falloir encore des années de bonne gouvernance. Merci, Cyrial. Vous avez une question? Là, on passe à la partie qui vous concerne. Bon. Merci.
C'est un plaisir d'avoir écouté le professeur Ayad Ben Achour avec toute son expérience et sa pratique récente. Quand on m'avait demandé d'intervenir dans ce débat, on m'avait dit « Est-ce que tu pourrais parler de manière pratique des 10 mesures qui pourraient être prises en faveur d'une meilleure gouvernance le lendemain du 23 octobre ?» Et je m'étais dit, voilà un exercice bien difficile parce que tout le monde parle des principes, mais parler de choses pratiques, c'est plus délicat. Et finalement, non, parce que comme je préside depuis quelques mois à une initiative citoyenne, une association Action et Développement Solidaire qui travaille sur un programme économique et social et sociétal et nécessairement donc politique, et que ce programme est en finalisation actuellement, je me suis dit, le mieux, ça serait que j'aille voir là-dedans qu'est-ce qu'on dit de la gouvernance. Et j'ai fait l'outil de recherche dans Word, rechercher gouvernance. Et j'ai eu 25 occurrences du mot gouvernance dans un document de 150 pages à peu près. Ce qui veut dire que c'est probablement, je n'ai pas fait de recherche, c'est probablement l'un des mots qui reviennent le plus dans le document. Et la gouvernance est dans tout finalement. Et elle est à la fois politique, Syriad nous en a parlé, elle est économique, elle est sociale, elle est culturelle, elle est dans tout. J'ai bien aimé le fait de rappeler que il y a gouvernance, où on parle de gouvernance à partir du moment où on parle d'amélioration du rendement d'une activité quelconque. Donc à partir du moment où il y a activité humaine, il y a volonté de chercher à améliorer le rendement, et donc il y a des problèmes de gouvernance qui se posent. Donc partant de là, je vais décliner quelques situations de gouvernance, mauvaise ou bonne gouvernance, et qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans sans m'étaler dans une présentation théorique ou académique. Je vais prendre quelques chapitres qui sont très pratiques, et j'ai essayé de les prendre divers et variés, mais en même temps en rapport avec les préoccupations des étudiants du parterre que nous avons aujourd'hui. Je vais vous parler par exemple du Code des marchés publics. Code du marché public, c'est quelque chose qui régit la commande publique, donc c'est extrêmement important dans une économie déterminée. On nous parlera toujours de transparence, de